Ils ont tout quitté pour changer de vie, un pays, un métier, une routine pour recommencer ailleurs. Ces Français de l'étranger ont osé sauter dans le vide, suivre leur instinct et tout reconstruire. Vivez leur expérience, leur émotion, leur nouveau départ. Et pourquoi pas vous demain? Oh la vache! Thibault Lassalle, bonjour. Bonjour Thierry. Bon alors Thibault Lassalle, on va vous présenter très rapidement aux personnes. Vous êtes un Français, vous avez vécu en France pendant de nombreuses années. Vous aviez un métier classique, on va dire, comme beaucoup de gens peuvent avoir. Puis un jour, pouf, vous êtes en déplacement et vous vous dites pourquoi j'irai pas vivre dans un autre pays. Et avec votre conjointe, bah, vous décidez de partir, vous vous installez au Portugal et là, vous démarrez votre vie à zéro en reprenant tout. Vous avez tout laissé en France. Et là, vous démarrez. Et comment vous démarrez? Bah, d'une manière la plus simple, vous vous dites, bah tiens, il y a peut-être de l'immobilier, je vais me mettre dans l'immobilier. Il y a un petit groupe qui vient de démarrer, bah, je vais me lancer. 8 ans après, bah, aujourd'hui, vous êtes un acteur majeur de ce groupe immobilier. On va en parler, bien entendu, dans quelques instants. Et puis, de la même manière, vous avez aussi une passion. Et cette passion, bah, vous allez nous la faire vivre. On l'a un petit peu vu il y a quelques instants, évidemment, en voyant une vidéo. Comme dit la personne d'ailleurs au moment où le parachute sort, c'est oh la vache. Et ben voilà, vous êtes instructeur et vous permettez aux gens de faire des sauts en parachute. C'est un véritable rêve que de nombreuses personnes peuvent avoir et je vous propose qu'on vous retrouve tout de suite après le générique. Je crois que tout a commencé un peu comme ça, avec l'envie de se lancer dans le vide, de tout recommencer ailleurs. On voulait juste changer de maison et on a fini par changer de vie. Ah, dites-moi, c'est un résumé. Bon alors, Thibault, à l'origine, vous venez de le dire, vous vouliez simplement changer de maison. À quel moment bah, cette envie s'est-elle transformée en projet de changer de pays? Le moment précis, c'était un week-end à Barcelone où on s'est dit, quitte à déménager, pourquoi on ne changerait pas de pays? Et les racines franco-portugaises, les racines portugaises de ma compagne ont fait qu'on s'est porté vers Lisbonne. Mais d'accord, mais avant ça, vous avez déménagé il y a combien d'années? Parce qu'aujourd'hui, vous vivez au Portugal. Ça fait combien d'années que vous vivez aujourd'hui au Portugal? Ça fait 8 ans depuis la fin du mois d'août. On est arrivé en août 2017. D'accord. Donc avant, vous aviez déjà une vie en France. D'abord, vous viviez où en France? On habitait en région parisienne, dans la Seine-et-Marne, à proximité de Meaux. D'accord. Ouais. Et à l'époque, j'étais directeur des opérations pour le contrôle d'audit financier. Et je travaillais sur Paris. D'accord. Donc, vous travaillez sur Paris, vous faisiez des audits financiers. Et puis là, vous vous dites, c'est quoi? C'est la grisaille, c'est un peu le ras-le-bol, c'est j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de tout refaire. Bon, on a vu qu'effectivement, avec votre activité de saut de parachute, bah voilà, et je me lâche dans le vide. C'est un peu l'idée. Alors, il y a la météo, bien sûr, par rapport au sport. Il y a aussi, Ouais. effectivement, la routine, métro, boulot, dodo, l'Île-de-France, la France en général, envie de voir de nouveaux horizons, de parler dans une autre langue. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Et puis, lors d'un week-end, on se dit, bah tiens, et si on tentait l'aventure à l'étranger, et plus particulièrement au Portugal? Et ça a été assez vite. Et pourtant, vous étiez à Barcelone, donc vous auriez pu le faire à Barcelone. On a envisagé Barcelone. C'est juste que ma compagne et ses enfants avaient déjà la langue portugaise. Et Barcelone, je le voyais plus comme une ville pour un jeune couple. Une vie avec deux enfants de 13 et 15 ans. C'était peut-être plus Lisbonne qui s'affichait comme un choix un peu évident. Et alors, vous êtes arrivé à Lisbonne au moment où on ne parlait pas encore du Portugal, hein. C'était un pays qui sortait de la crise immobilière. Immobilier d'ailleurs, dont on va y revenir dans quelques instants parce que c'est aujourd'hui votre activité principale. C'est l'activité qui vous permet d'avoir réussi votre vie et votre expatriation. Donc, on va y venir dans quelques instants parce qu'aujourd'hui, vous êtes agent immobilier pour IAD. IAD qui d'ailleurs est une entreprise française.
Absolument. Oui, c'était on va dire les balbutiements de l'immobilier. Il y avait déjà les early followers, comme on dit un peu, qui étaient déjà sur le coup. Il y a Portugal venait d'ouvrir 1 an auparavant seulement. Donc, on était vraiment au tout début de l'immobilier, de vraiment le raz-de-marée immobilier qui allait se produire. Donc, on a compris un petit peu la logique. Vous étiez à Barcelone, puis là, vous vous dites, bah, le Portugal, ma femme parle le portugais parce qu'elle est d'origine portugaise. On va à Lisbonne, c'est peut-être plus facile pour les enfants. Donc, après, la transition, c'est pas forcément tous les jours facile à faire parce qu'on quitte sa famille, on quitte ses amis, on quitte ses copains. Et puis, du jour au lendemain, on va vivre une nouvelle aventure. C'est un peu l'aventure du risque. Et exactement, ça s'est fait en moins de 6 mois. La clé de départ, ça a été l'acceptation au lycée français. Et après, tout s'est précipité. En moins de 6 mois, on a trouvé l'appartement, on a fait un NIF, on a fait toutes les démarches. Et fin août, on était installé dans Lisbonne. Et à partir de là, c'est la décélération de toute cette précipitation. Et là, on se retrouve devant le fait accompli. Comme vous dites, on est loin de la famille, on est loin des habitudes, on est loin de tout. Et même ma compagne, qui était quand même coutumière de venir pour les vacances au Portugal, je l'avais un petit peu prévenu. Je dis attention, il y a venir au Portugal en vacances et il y a habiter au Portugal. Et paradoxalement, le plus dur, ça a été pour elle. Alors que les enfants se sont plu immédiatement au lycée français, avec la vie portugaise, avec la douceur de vie lisboète. Moi, je me suis posé en disant, voilà, je vais faire le point avant de savoir dans quoi je vais redémarrer. Je ne savais pas à l'époque que ça serait l'immobilier. On y Oui, parce que reviendra. vous aviez aucun plan de carrière. En fait, vous avez démissionné de votre emploi. Exactement, on a tous les deux démissionné, elle de son poste de coach sportive et moi de mon activité de responsable des opérations. Et on s'est dit, on va se poser et on va faire le point. Une fois que la rentrée scolaire sera passée, qu'on aura l'appartement un peu installé, on va faire le point et on va penser. Et donc, qu'est-ce qui vous a le plus finalement surpris quand vous êtes arrivé au Portugal? C'est le fait d'avoir des centres commerciaux et ouverts jusqu'à 23 heures, jusqu'à minuit, 7 jours sur 7, ce qui nous change un petit peu par rapport à la France, d'avoir quasiment une vie qui est une vie de la journée puis une vie nocturne, peut-être beaucoup plus active et puis moins dangereuse aussi, que c'est ça qui vous a le plus marqué? De ce que je me souvienne, le plus gros choc, c'est le choc culturel en termes de sécurité. Une anecdote assez courte, j'étais en train de marcher dans Lisbonne, j'ai vu quelqu'un stationné en double fil dans Lisbonne avec la voiture qui tourne, le moteur tourne, la voiture est vide, il traverse pour aller tirer de l'argent sans même jeter un œil toutes les 10 secondes pour voir ce qui se passe, etc. Et il revient paisiblement avec son argent, il s'installe dans la voiture et il repart. Ça a été le choc culturel en termes de sécurité. La propreté dans le métro aussi, puisque les enfants ont commencé à prendre le métro et on l'a découvert avec eux. Et puis tout ce qui a suivi, la douceur de vivre, l'ambiance du Portugal, le beau temps aussi, puisque plus on rentrait dans l'automne, plus on voyait le contraste. Voilà, avec aussi bien sûr les points, les changements un peu plus profonds par rapport à la France, les changements d'habitude, les changements culturels. Donc, des bonnes surprises, des souvenirs, des bonnes surprises, des surprises où il fallait s'adapter, mais oui, globalement, une image plutôt positive. Ah, parce qu'en plus, à cette époque-là, il y a 8 ans, et pour l'avoir moi-même connu, il n'y avait pas 500, enfin, en tout cas, il y avait des Français, mais pas autant qu'il n'y en a aujourd'hui. Voilà. Lisbonne, à l'époque, on en parlait, beaucoup de Français voyaient un peu Lisbonne encore avec des chariots. Enfin, je prends l'image un petit peu associée, mais c'est vrai qu'on nous voyait un peu comme un pays un peu sous-développé. Ah bah oui, moi j'ai souvenir d'un ami qui me disait, je sais pas s'il me parlait de la nouvelle Porsche, il me dit, mais il y a des concessions Porsche chez vous? C'est pour vraiment le choc culturel, quoi. Absolument, absolument. Et alors, bon, alors oui, évidemment, vous parlez de prendre du recul sur votre vie professionnelle, mais alors, qu'est-ce que vous espériez trouver quand vous êtes parti vivre, quand vous avez démarré votre vie d'expatriation au Portugal? Vous saviez pas que vous alliez devenir agent immobilier. Non, mais le projet que j'avais, qui me tenait à cœur, c'était le fait de créer sa structure, de se mettre à son compte. Ça, c'était vraiment un fil rouge dans ce que je voulais faire. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé dans l'idée
de faire un CV en portugais pour l'envoyer aux entreprises. J'ai tout de suite pris des cours de portugais parce que c'était nécessaire pour s'intégrer, mais ce n'était pas le but de retourner dans un statut de salarié. Donc ça, il y avait quand même déjà un fil rouge dans ce qui s'est produit par la suite dans mon aventure. D'accord, devenir indépendant. Mais on le précise parce que vous venez de l'évoquer, vous ne parliez pas du tout le portugais. Pas du tout. Bonjour et Même merci. bon dia Et obrigado, voilà. et obrigado. Voilà. Donc, c'est un résumé, voilà. Donc, on peut le dire aux gens, en fait, on est capable aujourd'hui de pouvoir s'expatrier si on sait dire bon dia et obrigado. Exactement. On va pas très loin au début. Il y a quand même 2 points importants, c'est que l'anglais est omniprésent chez les Portugais et chez certaines générations de Portugais, il y a aussi le français. Bien sûr. Et une vraie volonté de rendre service, donc les gens vont se débrouiller, ils vont essayer de vous aider. Alors, j'ai parlé et j'ai évoqué un petit peu le fait que quand on change de vie, évidemment, pour un expatrié, c'est aussi le lien avec sa famille. On va pas dire qui est rompu, mais qui est un petit peu distendu. Donc, forcément, on est plus éloigné de ses proches. C'est pas, au bout de quelques mois, c'est pas dur à vivre. C'est c'est dans la balance avant de partir, donc il faut vraiment bien se préparer à ça. Effectivement, il y a des moments où on se dit, tiens, c'est pas évident, ce soir, on aurait pu s'improviser un petit apéro entre amis, ou samedi, un barbecue entre amis. Ben non, il faut s'organiser un petit peu. Alors, bien sûr, le Portugal est très proche de la France, c'est 2 heures et demie d'avion, puisque ma famille est en région parisienne. Donc, c'est pas très compliqué de revenir, peu de décalage horaire, puisqu'une heure, c'est pas significatif. Mais effectivement, c'est la partie à bien appréhender, c'est-à-dire que la famille va être loin. Moi, j'ai quand même, regard à mon âge, par rapport à mon âge, j'ai le souvenir de l'époque où il y avait pas les visioconférences, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas FaceTime. Et de ce fait, on était vraiment coupé de sa famille. Aujourd'hui, avec les visios, avec le téléphone, on est quand même un peu plus proche. Mais c'est vrai, c'est une coupure, c'est des amis qu'on voit moins. Euh, Il y a quand même un point positif, c'est comme on est dans une destination ensoleillée et touristique, tout le monde a rapidement envie de venir vous voir. Ça, c'est plutôt positif. Ouais, je crois que pas mal de personnes ont connu cela. Alors, vous parlez évidemment d'autonomie, d'indépendance. C'est un maître mot un petit peu chez vous. Donc, on a compris, vous vouliez trouver un emploi. Alors, comment s'est fait un petit peu cette prise de décision, cette orientation que vous avez pris pour demain devenir un agent immobilier et en l'occurrence d'un groupe français, IAD, mais qui venait d'arriver en fait, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça faisait qu'1 an qu'ils étaient là, donc c'est un pari un peu risqué. Oui, alors, tout simplement par le hasard, quelqu'un qui était chez IAD, au travers le premier groupe d'amis qu'on commençait à se créer un petit peu au Portugal, quelqu'un me dit, je suis chez IAD, et chez IAD, c'est vraiment le moteur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de recrutement, on fait du parrainage, c'est-à-dire qu'on invite les gens à découvrir le modèle. Mhm. J'ai regardé le modèle, moi sur le papier, il n'y avait rien qui me faisait peur, je me suis dit, voilà, vu l'investissement financier qui est très peu significatif, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas prendre le risque. Et j'ai sauté à pieds joints dans l'opportunité. J'ai analysé très rapidement, il n'y avait aucun risque à mon goût, si ce n'est de ne pas réussir, mais avec du travail, on réussit. Donc, je me suis lancé. Ça a été vraiment très, Mais très sans rapide. aucune, mais sans aucune expérience. J'ai vendu mon appartement tout seul quand j'étais en France. D'accord. Donc c'est la seule expérience d'immobilier. Alors, je crois qu'il y a un point quand même qui est important aussi à dire, c'est que quand on vient résider au Portugal, et si demain on veut devenir agent immobilier, même venir vous rejoindre, Thibaut, on n'a pas besoin d'avoir des qualifications spécifiques comme on doit l'avoir en France. Non, non, non. La carte d'agent immobilier, je crois que ça s'appelle comme ça en France, pour vous montrer que j'avais vraiment pas d'expérience. Mhm. La carte d'agent immobilier n'existe pas au Portugal. Il faut un numéro d'AMI, qui est d'agence immobilière. Et voilà, c'est relativement simple. Aujourd'hui, c'est IAD qui a le numéro d'AMI. Et derrière, on a juste, nous, à être affiliés à IAD Portugal. Tous les outils sont prévus. Le plus dur, c'est pas de créer sa société, c'est pas de démarrer dans l'immobilier. Le plus dur pour moi, ça a été de devenir entrepreneur avec l'état d'esprit d'un entrepreneur. Le reste, tout est facilité par IAD. C'est-à-dire, quand vous parlez, c'était le plus difficile.
Pourtant, c'est simple, quand on est son propre patron, c'est pas compliqué de le devenir. Et alors surtout, au Portugal, on est capable de créer une entreprise allez, en 24 heures. Ah oui, non, non, Et ça, puis, là, et puis, et puis, et puis, on ouvre son compte bancaire en 3 minutes. Ce qui ah n'est oui, pas oui. forcément le cas, enfin, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est en France, où on vous demande de Ah dire oui, qui non, non, vous ça, êtes et de le répéter 20 fois. cet aspect-là, il a été très, très facile. L'aspect Alors administratif, c'est quoi alors? on parle vraiment du mindset, de l'état d'esprit, Oh, d'accord. on n'a plus de patron, on n'a plus personne qui nous dit ce qu'on doit faire le matin, on se lève à l'heure qu'on s'est fixée pour réaliser ce qu'on doit entreprendre, on fixe nos objectifs et c'est à nous de mettre la motivation. C'est comme courir avec un entraîneur qui nous donne un rythme ou courir tout seul avec un chrono en disant, bah voilà, à l'arrivée, je ferai les comptes. D'accord. Donc c'est vraiment se motiver soi-même, se prendre en compte. Mais alors par contre, après, de l'autre côté, cette liberté, bah, elle vous permet de faire plein de choses. Comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, des sauts en parachute. Ça, c'est Exactement. quelque chose. Et vous le faisiez pas quand vous étiez en France? Si, j'étais déjà Ah si, moniteur. si. Ouais, ouais. En 2 mots, j'ai toujours voulu être parachutiste, enfin faire du parachutisme. Donc j'ai Ouais, pu ouais. commencer à 17 ans, grâce à une dérogation de mes parents, à aller faire une préparation militaire. Et puis mon premier salaire est passé dans un stage de parachutisme sportif. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté jusqu'à passer instructeur tandem. Plus récemment, quand je suis arrivé au Portugal, j'ai passé d'autres qualifications complémentaires comme instructeur en chute libre, etc. Et je ne voulais pas en faire mon métier unique, bien qu'au Portugal, ça soit possible, puisqu'on a une des meilleures écoles de parachutisme en Europe. Mais je ne voulais pas que toute mon activité repose sur le parachutisme pour ne pas perdre pardon, le côté passionné. Et donc, j'ai dit, je vais le garder en à côté. Sauf qu'un à côté, quand vous êtes salarié, ça demande de l'organisation et autres. Quand on est à son compte, ben, c'est une organisation Bah qui est oui. propre. Et voilà. Et IAD me permet ça aujourd'hui. Bah bien sûr. Alors, vous devenez agent IAD. Donc là, quand on est agent IAD, il faut quoi? C'est quoi le travail? C'est un peu comme toutes les agences, c'est aller chercher des biens immobiliers qui sont des propriétaires qui veulent vendre des biens immobiliers. C'est trouver des clients et puis d'essayer de les mettre en lien les uns avec les autres pour pouvoir réaliser une affaire. Exactement. La clé de tout dans l'immobilier, c'est d'avoir ce qu'on appelle des mandats de vente. Et pour ça, il faut aller les chercher. Et à Lisbonne, on est nombreux à aller les chercher. Alors Donc, justement, quand vous dites on est nombreux, comment vous faites? Qu'est-ce qui vous démarque? Ou en tout cas, voilà, parce qu'aujourd'hui, bah, le marché, euh, on, on, on n'attend personne, mais il y a encore de la place et il y a encore la possibilité. il faut trouver, il faut se démarquer déjà. Donc, on a la Mhm. chance que IAD soit un modèle un peu disruptif sur le marché. Donc, on a encore cette possibilité de se présenter non pas comme un agent immobilier, mais comme une alternative à l'agence immobilière classique. Donc ça, c'est déjà un avantage énorme de pouvoir dire non, on n'est pas agent immobilier au sens où vous l'entendez, on est une forme vraiment différente. Déjà là, on peut susciter l'intérêt, on peut susciter la curiosité, et la personne a déjà un peu plus envie de nous entendre que et si on prenait rendez-vous pour vous aider à vendre votre appartement. Donc ça, c'est un premier détour qu'on peut utiliser. Après, il faut être créatif, il faut faire du réseau, c'est la base de tout. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est vous devez tous les jours sortir de chez vous et rencontrer au moins une personne. C'est faisable, hein, entre le supermarché, les voisins, les cercles d'amis, les écoles quand on a des enfants, les loisirs, etc. Il faut sortir tous les jours de chez soi et créer son réseau. Et c'est à partir de là que quand la magie va opérer. Ça, conjugué avec du travail et le goût de l'effort, et c'est Alors, obligé. alors, la magie, elle va s'opérer comment, justement? Parce que là, effectivement, là, vous êtes en train de me faire rêver. Ça veut dire, en gros, si j'essaie de transposer un petit peu, je suis en France, ou en tout cas, je suis dans un pays, je suis en Belgique, je suis en France, je suis dans d'autres pays. Je me dis, waouh, il fait gris, il fait froid. J'en ai un petit peu marre. Le Portugal, on le sait aujourd'hui, bah, c'est devenu un peu un Eldorado. D'ailleurs, les Américains euh, appellent, euh, appellent fréquemment la Californie d'Europe le Portugal. On est d'accord? Exactement, exactement. On se dit, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Alors bon, je peux vous contacter, je vous contacte, et puis je dis, j'ai envie de tenter de vivre une nouvelle vie. Je vous appelle et je vous dis comment on peut travailler ensemble. Est-ce que je peux venir vous rejoindre? Je sais pas. Oui, exactement.
Sauf que là, quand vous m'avez dit je vous fais rêver, je veux pas vendre du rêve, je veux vendre aussi de la réalité. Et donc, on va commencer par s'asseoir autour d'une table. Je vais présenter mon activité, bien sûr, une petite présentation de 45-50 minutes, en quoi consiste le travail, comment on peut gagner de l'argent, quelles sont les modalités de rémunération, etc. Et après, on va rentrer dans, d'une part, une analyse de votre situation pour savoir si vous êtes dans le bon moment pour faire ce défi, parce qu'on parle vraiment de défi. Il est évident que quelqu'un qui ferait face à un gros défi personnel dans sa vie personnelle ne risque de ne pas avoir la disponibilité mentale pour mener ce challenge à bien. Donc c'est ça qu'on doit analyser. On doit aussi regarder la partie financière, parce que comme je vous dis, c'est la liberté, mais si on ne gagne pas d'argent, ça va être compliqué. Donc on peut être en double activité, on peut avoir une activité à côté. On peut aussi décider comme moi de garder cette deuxième activité, non pas pour des raisons financières, mais pour des raisons de passion ou d'envie de diversité. Et à partir de là, on va évaluer la situation et mettre la personne devant une réalité qui n'est pas édulcorée, une réalité qui existe, pardon, un peu des pléonasmes, devant la réalité qui dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'on peut obtenir. Et entre les deux, il y a un chemin. Est-ce que vous êtes prêt à relever le challenge? Et moi, les gens qui sont prêts à relever le challenge, ils sont les bienvenus dans mon équipe. Charge à moi de leur donner le temps nécessaire pour les aider à grandir, de les accompagner au quotidien, de les accompagner dans les échecs, parce que malheureusement, il y en aura, de les accompagner pour célébrer les victoires et un jour avoir la même vie que moi. C'est une belle promesse en tout cas. Donc évidemment, on peut vous contacter directement et on a d'ailleurs indiqué votre LinkedIn, donc on peut vous contacter directement. Alors, on a compris aujourd'hui l'immobilier, que toute personne effectivement peut le faire, que vous aujourd'hui, votre activité que vous avez développée depuis 8 ans, presque 8 ans, cette activité. Aujourd'hui, vous rayonnez sur l'ensemble du Portugal ou vous êtes concentré plus particulièrement sur une région ou sur Lisbonne? Alors, je suis concentré sur le Grand Lisbonne pour une raison simple, c'est que d'une part, ça n'aurait aucun sens d'aller faire des visites tous les 2 jours à Porto ou dans l'Algarve. Et deuxièmement, c'est que je veux être un acteur local en connaissant bien mon quartier, enfin mon quartier et la périphérie, donc le Grand Lisbonne. Mais je m'appuie aussi sur un réseau national en justement développant des équipes un peu partout dans le Portugal et même hors du Portugal, puisqu'on n'a pas de limite géographique chez IAD. Je peux aussi avoir des équipes au Royaume-Uni, en Floride, comme par exemple, ou plus récemment au Mexique. Et donc, l'idée, c'est d'être un acteur local avec un rayonnement national et international. Moi, l'idée, c'est qu'un client qui arrive, je peux aussi bien lui vendre sa maison à Lisbonne ou lui trouver sa maison à Lisbonne, ou l'accompagner pour un process en Algarve, à Porto, au travers mes relais. D'accord. Donc, et ensuite, vous pouvez aussi l'adresser à d'autres agents dans le groupe qui sont représentatifs. Vous avez dit sur Miami, sur d'autres, Absolument. Vous allez l'accompagner, le suivre. Alors, un client acheteur, oui, je peux l'accompagner, c'est-à-dire je peux me déplacer avec Oui. lui et l'accompagner dans le processus d'achat, appuyer sur la connaissance de mes collègues en local. Et un vendeur, par contre, je me contenterai de lui faire une recommandation à travers une application qu'on a qui est gratuite pour que je touche une part de sa commission, puisque je lui apporte un client qualifié. Et mon collègue qui sera spécialiste de la région et éventuellement du pays fera le reste. D'accord. Alors, comme on est dans l'immobilier, on va essayer de concentrer avant aussi de parler de parachutisme, parce que là aussi, ça fait rêver. On a vu les premières images qu'on a pu effectivement diffuser au début de notre interview, qui sont bluffantes. Quand on découvre le marché de l'immobilier au Portugal, il est complètement différent du système français. Il est beaucoup plus simple. Déjà, Oui. voilà. Donc, déjà, l'acheteur, on peut réaliser une vente en 15 jours. Si la personne a l'argent, on peut même être capable de le faire en 3-4 jours. Si je veux. Non, on a quand même Ouais, toujours un droit de préemption qui s'appelle le droit de préférence, mais effectivement, en 15 jours, 3 semaines, ça peut être fait. voilà. Quand on dit ça, voilà, quand on dit ça en France, on tombe des nues, si vous voulez. Si ça dure pas 4 mois à 6 mois, voilà, ça nous, on n'a pas tous ce système administratif lourd
euh, voilà, qu'on a nous, enfin qu'au Portugal, aujourd'hui, les agences immobilières se sentent beaucoup plus libérées par rapport à ça. Exactement, il y a vraiment une rupture culturelle en termes d'avancement, en termes d'efficacité. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont digitalisées au Portugal, ce qui permet d'accélérer les choses. Les professionnels, on a beaucoup de professionnels dans les métiers connexes qui sont disponibles, qui existent, qui réagissent très rapidement. Donc, on a un marché, on a des conditions techniques et administratives du marché qui reflètent bien le marché portugais, c'est-à-dire un très, très gros dynamisme. Alors, vous voyez comment cette projection du marché portugais, parce qu'on sait qu'il y a eu une très très forte croissance ces dernières années, les prix ont littéralement explosé parce qu'au début, Lisbonne, ça valait rien et aujourd'hui, on est sur des prix proches de Paris. Euh, on est d'accord avec moi. Euh, Comment vous voyez les choses dans les mois et les années à venir? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va y avoir un léger tassement? Enfin, je sais pas comment vous, professionnels de l'immobilier, vous voyez ça. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des quartiers de Lisbonne qui vont arriver sur un plateau, puisqu'à un moment, on aura tout rénové, toutes les rues de cette freguesia, comme on dit en portugais, seront rénovées, seront neuves. Donc, on va arriver sur un plateau. Des quartiers vont sortir un peu du lot, vont se dynamiser, et charge au gouvernement portugais de créer de nouvelles zones attractives. On parle de Porto, on parle de Margem Sul, qui est la rive sud, donc qui n'est plus Lisbonne, mais de l'autre côté du Tage, qui est la Almada? Almada, Setúbal, Mhm. Montijo, tous ces coins-là. D'ailleurs, j'ai découvert Montijo depuis peu avec un nouveau projet neuf que je commercialise. La possibilité d'un nouvel aéroport bientôt qui va déplacer les zones d'activité. Il y a des projets comme un train à grande vitesse, un nouveau pont, peut-être un tunnel. Tout ça va redistribuer un petit peu les cartes du marché. Lisbonne restera une capitale attrayante au même titre que Berlin, Londres, Paris, mais d'autres pôles d'activité, d'autres zones d'activité vont se développer. Et aujourd'hui, on a un peu une tendance qui se dessine sur Margem Sul, sur Porto, voilà, et puis d'autres villes qui vont sortir un peu du lot. Ah, puis surtout, Lisbonne, seule capitale européenne à être à 10 minutes de la mer. Même pas 10 minutes. De la Et des mer et plages, de l'aéroport, et de l'aéroport. et de l'aéroport, et des plages qui sont magnifiques. Il suffit juste de passer de l'autre côté du pont pour avoir effectivement des plages sur des kilomètres de long et des zones. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que l'on peut vivre effectivement euh, autrement. Donc, on a compris, bah, l'immobilier, c'est un vrai choix de vie. C'est un choix de vie que vous avez depuis des années, Oui. qui vous permet bien entendu de vivre et même de bien vivre aujourd'hui. Et donc, dans le concept même d'IAD, eh bien, c'est d'aller chercher de nouvelles personnes. Donc, en gros, le message aussi qu'on peut faire passer aux personnes qui ont envie de tenter l'expatriation, c'est qu'ils peuvent vous contacter. Absolument, absolument. IAD, c'est pas un axe d'activité, c'est deux. C'est la promotion immobilière, le métier d'agent immobilier, et le métier de développeur d'équipes internationales. Donc, de créer des équipes, de les accompagner au travers du mentoring. Et alors, dans mon cas, c'est la volonté d'avoir une équipe internationale pour pouvoir me déplacer, être proche de mes équipes, aller les voir régulièrement, mais c'est cette volonté de créer une équipe, de développer une équipe pour avoir un deuxième fonds de facturation. Donc en fait, aujourd'hui, plein de Français ont la possibilité, ou en tout cas de francophones, hein, parce que c'est aussi nos amis belges ou d'autres personnes qui parlent la langue française, de se dire que même s'ils n'ont pas forcément une bonne connaissance de la langue portugaise, ou même s'ils ne la connaissent pas, et qu'ils manient un petit peu l'anglais, ben, ils ont la capacité de pouvoir au moins tenter leur aventure au Portugal. Cette année, la meilleure productrice de chez IAD, qui a fait la meilleure facturation, nous a confié qu'elle parlait très très peu portugais et qu'elle est en train de prendre des cours. Mais grâce à son réseau, elle a fait essentiellement ses ventes grâce à son réseau. Donc, elle s'est débrouillée sans le portugais jusqu'à présent. Et elle est top productrice. Top productrice, ça veut dire quoi? Donc là, ça veut dire qu'on est dans Il y a différents challenges. Il y a le barème, nombre ouais.
il y a le volume de chiffre d'affaires généré. Et c'est celle qui a fait le meilleur volume de chiffre d'affaires. C'est indiscret de vous demander combien? On parle dans les… Ah, je préfère pas dire parce que les gens pourront retrouver et pourraient la retrouver et lui dire ah on a appris que etc. Mais bon, on est plus que confortable. Plus que confortable, ça veut tout dire. On Ça est permet donc. salaire de dirigeants de grandes PME. Waouh. Les gens font leurs recherches. Waouh. Je pense que là, les gens ont bien compris. Ils commencent à aligner effectivement les chiffres et on parle en euros. On parle pas effectivement. Alors, le parachutisme, deuxième passion. Deuxième passion, Thibaut. Donc, on a vu effectivement un saut. Donc, vous, aujourd'hui, on imagine que moi, j'ai envie de faire un saut en parachute. Je vais quand même pas me lancer tout seul la première fois, ou en tout cas les premières fois. Donc, je vais avoir un professionnel comme vous qui va me faire un saut en duo, en fait. Hein, Oui, en tandem, en en parachute. tandem, voilà. Donc en tandem, mais moi je suis pas très habitué, ça se voit, je n'ai pas encore cette expérience. Et là, on va prendre un grand coup dans le visage, un grand coup d'air frais, et on va pouvoir voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou sinon vu par avion. Mais là, on va le voir directement de visu, sans rien autour. Exactement. Exactement. Alors, l'expérience du saut en tandem, elle est vraiment très accessible dans la mesure où le briefing dure 5 minutes. 5-10 minutes, on ne parle pas de briefing, on parle plus d'une explication de ce qui va se passer, puisque le moniteur est là pour tout gérer. Vous allez donc réaliser un saut en parachute à 3500, 4000 mètres selon votre choix, d'un avion en parfait état de marche, je le dis parce que ça choque encore les pilotes qui ne veulent pas sauter en parachute, qui refusent de sauter d'un avion en parfait état de marche. Mais effectivement, Ah bon, pourquoi vous dites ça? Excusez-moi, je vous interromps, mais pourquoi? c'est un petit clin d'œil à mon frère qui est pilote de ligne et j'ai Ouais. essayé de le faire sauter en tandem pour le faire découvrir. Et il m'a dit en tant que pilote, je ne vois pas pourquoi je sauterais en parachute d'un avion en parfait état de vol. Donc moi, tant que l'avion vole, je le pilote. Oui, Donc voilà, c'est une petite, d'accord. un petit clin d'œil à un de mes frères. Ouais, parce que je crois que dans votre famille, vous êtes tous dans l'aérien, hein, je crois. On est tous dans l'aéronautique, on a eu une espèce de virus, je ne sais pas, avec un père pilote, avec une maman qui était hôtesse de l'air, avec des frères dans l'aviation, des belles-sœurs dans l'aviation, des cousins, tout le monde. Une sorte de maladie, mais une très bonne maladie. Ouais, c'est une maladie contagieuse, mais dans le bon sens du terme. Donc, Exactement. donc l'aéronautique, enfin voilà, en tout cas, vous avez d'ailleurs commencé à piloter d'ailleurs, parce que, lorsque Alors je oui, vous avais vu. malheureusement, entre le parachutisme, l'immobilier, le développement d'équipe, le golf, qui est une activité, on va dire, semi-professionnelle, puisqu'aux États-Unis, la plupart des business se font autour du golf, j'ai mis en stand-by le pilotage, j'ai mis en stand-by ma licence de pilote privé. À un moment, il faut aussi travailler quand même. Quoi, vous ne vous êtes pas posé sur un golf? Vous ne l'avez pas encore fait? Alors, j'ai pas essayé, mais en saut de démonstration, c'est dans les tuyaux. Je suis en train de faire le nécessaire. Faire un saut de démonstration sur un terrain de golf. Alors moi, j'ai envie de faire un saut en parachute. Comment je fais? Je vous contacte et puis je vous dis, voilà, comment ça se passe. Ben voilà, vous avez tout résumé. Vous me contactez ou vous contactez directement le centre dans lequel j'exerce et vous dites je veux sauter en parachute. Vous allez choisir une date et un créneau horaire. Vous allez Mhm. vous présenter le jour J avec une petite heure d'avance pour voilà, prendre un peu connaissance des installations. On va vous faire remplir tous les papiers, l'inscription, etc. Et tout de suite, vous passez dans la phase active. On vous passe une combinaison pour que vous soyez tout beau pour le saut. Un moniteur va vous équiper avec un harnais spécial qui va connecter à son parachute. On va faire un briefing d'une dizaine de minutes, comme je vous disais, qui est plus une explication de ce qui va se passer. Et au fur et à mesure des rotations de l'avion, on va embarquer dans la rotation qui nous est dédiée. On a 10-15 minutes de vol pendant lequel on peut discuter. On va profiter de la très jolie vue sur l'Alentejo, qui est une région du Portugal. Et quelques minutes avant le saut, on fera un check une vérification de sécurité et on ouvrira la porte. Et à ce moment-là, c'est parti pour l'aventure. On quittera l'avion qui vole à 3500-4000 mètres d'altitude pour faire une chute libre à 220 km/h qui va durer à peu près une minute, plus ou moins, et passer 5-6 minutes avec le parachute ouvert pour aller atterrir en douceur sur la zone d'atterrissage. C'est aussi simple que ça.
pour la version tandem. Ouais, là, quand je vous écoute, on a l'impression qu'on fait ça, mais alors les doigts dans le nez. Un Euh, peu, un peu. un peu. Mais la réalité, quand même, enfin, vous avez quand même, racontez-moi quand même quelques expériences ou quelques vécus quand même, sans citer bien entendu les personnes qui se reconnaîtront peut-être, je ne sais pas. Mais quelque part, je pense que c'est pas aussi simple que ça quand même. Non, effectivement, il y a des fois, on sent les gens un peu tendus. Il y a une appréhension. Il y a une appréhension. Alors nous, on a une difficulté, c'est qu'il faut que vous imaginiez que le passager est accroché à notre parachute devant nous et qu'il est dos à nous. Donc il y a un point crucial, c'est qu'on ne voit pas son visage. Donc on ne peut pas déceler une émotion, un feedback avec le regard ou avec le faciès. Donc c'est important de maintenir le contact, de parler, de sentir le timbre de voix, le ton, de regarder un petit peu les petits gestes, est-ce qu'il tremble, est-ce qu'il a des petits tics répétitifs qui traduisent une certaine nervosité. Et après, c'est de bien lui expliquer, de lui dire voilà, c'est possible, y a rien à craindre, ça va se passer comme ça. J'ai déjà eu des cas de gens à l'ouverture de la porte me dire je vais pas pouvoir et pas pouvoir quoi? Ah, je vais pas pouvoir sauter. Donc ce que je fais, j'amène les gens à la porte et s'il n'y a pas de panique, s'il n'y a pas aucune peur, comme c'est le moniteur qui donne l'impulsion de départ, on part en chute libre et dans 100% des cas, personne n'a jamais regretté l'expérience. Et donc, c'est quoi le plus compliqué? C'est la première fois ou c'est après, une fois qu'on est arrivé au sol et on se dit, on va recommencer? Parce que là, au moins, on sait ce qui s'est passé. Donc, je sais pas. C'est la deuxième fois où il y a peut-être plus d'appréhension? Parce que la première fois, finalement, on sait pas on sait pas ce qu'on va vivre. Effectivement. Ça serait plus dans le cas d'un élève qui fait sa formation. C'est-à-dire que là, c'est un cursus un peu différent. Le tandem, le deuxième va être peut-être un peu plus facile parce qu'on sait que l'instructeur est derrière, qui gère tout, qu'on a juste un ou deux mouvements à mettre en place pendant le saut et l'atterrissage, et que c'est relativement facile. Donc en tandem, je dirais la deuxième fois est un peu plus facile. Quand on fait sa formation pour devenir parachutiste, pour pouvoir sauter seul, là, je pense que la deuxième fois, il y a un peu plus d'appréhension parce qu'on sait ce qu'on va rencontrer, qu'on va devoir gérer, etc. Voilà, ça c'est une autre forme de saut. Là, c'est une formation qui dure à peu près 7-8 heures de cours théorique. Et là, on saute en parachute. L'élève a un parachute école, donc spécialement designé pour l'école. Il a une Ça, radio. ouais. Le moniteur l'accompagne pendant la chute libre sur le côté. Il est là pour ouvrir son parachute s'il n'arrive pas à ouvrir son parachute. On le guide par radio et pas à pas, pendant les 8 sauts de la formation, on va lui donner on va augmenter tout doucement la charge de travail pour l'amener jusqu'à l'autonomie pour qu'il puisse sauter tout seul en gérant sa sécurité. Donc ça, c'est l'étape suivante, on va dire. Bon, bah, écoutez, en tout cas, là, vous êtes en train de nous donner envie. Donc, si on a envie, alors, j'ai entendu tout à l'heure le mot Alentejo. Donc, on le rappelle, c'est une région au sud de Lisbonne, entre l'Algarve, qui est tout au sud, et Lisbonne. Ça se situe au milieu. C'est quoi? C'est Évora, en fait, Évora, l'aéroport. Évora, la très jolie ville d'Évora, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est à 1h25 de route de Ouais. Lisbonne. C'est une région très très chaude l'été, hein. Moi, ça m'arrive de sauter avec 48-49 degrés. Mais pourquoi on a élu domicile là-bas? Parce que c'est la région avec le plus de fenêtres météorologiques au Portugal. Le nord peut parfois être un peu pluvieux, la côte et le sud peuvent être un peu plus venteux. Et nous, on combine, on va dire, un peu tous les avantages du Portugal. Et Donc, on ça y veut mange dire qu'on peut y aller. Et on y mange très bien, donc on peut y aller à n'importe quel moment. Et après, on va se faire une bonne bouffe une fois qu'on est revenu exact. sur le plancher des vaches. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et on peut venir en famille puisque la ville est très jolie à visiter. Donc on peut lier le sport et la culture. Bon, bah, en tout cas, on a bien compris. Bah, dites-moi, c'est une vie vraiment bien remplie, comme une vie d'expat que vous avez pu faire. Puis alors, vous m'avez parlé tout à l'heure en disant que votre femme était coach sportif quand elle faisait cette activité en France. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a continué dans la même activité? Alors, non, pour deux raisons. La première, c'est que la conversion de son diplôme requérait de repartir en formation, ce qu'elle n'avait pas forcément envie de faire. Et ben, toujours dans le même esprit de changer de vie, elle a préféré arrêter l'enseignement
pour se consacrer à son activité physique à elle, faire enfin les cours qui lui plaisent, faire enfin au rythme qui lui plaît, et voilà. Et voilà. Donc, on a bien compris. Bon, bah, Thibaut Lassalle, bah, c'est une vie pleine, à 100% quasiment. Voilà. Donc, c'est un choix que vous ne regrettez pas, si j'ai bien compris. Pas du tout, pas du tout. On n'a d'ailleurs plus rien en France maintenant aujourd'hui. On n'a plus de patrimoine immobilier, plus rien. On est vraiment résident français de l'étranger. On vote à l'ambassade de France. On habite au Portugal. La résidence principale est au Portugal. On est des Français de l'étranger. Et vous avez des projets aujourd'hui, des nouveaux défis dans les mois, les années à venir que vous souhaiteriez faire aujourd'hui dans votre nouvelle vie au Portugal? Alors moi, je lance le message, si des gens écoutent de la Floride ou du Royaume-Uni, je cherche à me développer sur ces deux pays, sur le Royaume-Uni et sur l'État de la Floride. Donc, il y a des Français qui travaillent au Royaume-Uni pour IAD, il y a des Français qui travaillent pour IAD Florida aussi. Donc moi, le but, c'est vraiment de vivre entre ces pays et le Portugal, qui restera mon camp de base, mais c'est vraiment de me déplacer, de me développer de façon internationale. Donc si des gens nous écoutent qui veulent se lancer un défi au niveau immobilier à l'étranger, ils sont les bienvenus. Je ne les obligerai pas à sauter en parachute, mais ça sera avec plaisir que je leur ferai découvrir quand même. Alors, si j'essaye de retranscrire un peu ce que vous avez dit, parce que c'est pas forcément compréhensible pour les personnes qui nous regardent. Donc, ça veut dire que euh, vous faites appel à des personnes qui actuellement résident ou en Floride ou en Angleterre et qu'ils Ou ont viennent la capacité d'aller y travailler. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que je suis en France, j'ai envie, bah, plutôt que d'aller au Portugal, j'ai envie d'aller en Floride. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, je fais quoi? Je vous contacte et vous allez m'aider et vous allez me former, vous allez m'expliquer toutes les subtilités propres du métier. Exactement. Et la partie technique propre aux États-Unis sera assurée par le responsable de formation de IAD Floride ou de IAD UK pour le Royaume-Uni, parce que je ne suis pas spécialiste de l'immobilier en Floride ou de l'immobilier au Royaume-Uni. Donc cette partie vraiment technique, légale, est faite par les gens du siège de IAD du Ok. pays. Et par contre, la partie développement, stratégie, vente, etc., ça, c'est ma responsabilité. Et c'est ma Voilà, parce que volonté. j'allais vous poser la question, pourquoi je passe par vous dans ce cas-là? Pourquoi je contacte pas directement IAD Miami ou IAD Londres, par exemple? Parce que moi, mon rôle, ça va être vraiment l'aspect mentoring. D'ailleurs, en anglais, on dit un mentor et un mentee. D'accord. C'est Ok. vraiment le siège, eux, ils donnent des formations qui sont purement sur l'aspect légal, Théorique. théorique. Voilà, la Ouais. technique, la- les lois immobilières, voilà, comment ça. Ouais. Le, Vous allez me coacher. et moi, je vais faire vraiment du coaching. On ne parle pas de responsable au-dessus de soi, on parle d'un coach, d'un mentor, d'un parrain, Parfait. des expressions J'ai, qui traduisent j'ai, l'accompagnement. Alors, bon, on a compris. Donc, alors, vous habitez Miami, vous habitez Londres, vous habitez n'importe où vous êtes intéressé, bah, vous contactez directement Thibaut et vous lui parlez de votre projet. Peut-être ça pourra l'intéresser et peut-être vous pourrez demain travailler avec lui sur de l'immobilier et vous lui dites aussi, ah, j'ai envie aussi d'aller faire des sauts. Alors là, pas de problème. Hop, vous êtes parti directement. Là, ce sera plus en Alentejo. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, c'est une des meilleures écoles en Europe, peut-être Exact. même une des meilleures écoles au monde en termes de sécurité. Donc, c'est important aussi à dire pour les gens qui ont toujours un peu l'appréhension de se dire, wow, est-ce que je peux faire confiance? Parce que là, je me trouve quand même à 3500 mètres d'altitude. Et là, je fais quoi s'il y a un souci? Alors, si vous deviez résumer votre parcours, Thibaut Lassalle, ce serait quoi en une phrase? Un saut en parachute dans ma vie, c'est-à-dire que une décision prise en un week-end, euh, des vérifications de sécurité avant de partir, l'école, les conditions, le pays, avoir un appartement, et après, on saute dans le vide et une expérience incroyable. Bon, et quel message vous aimeriez transmettre à ceux qui hésitent encore à se lancer dans une nouvelle vie?
Ben, n'hésitez plus. Et non, surtout faites une petite évaluation de votre vie personnelle pour savoir si vous serez à même de vivre cette expérience de français de l'étranger. D'ailleurs, je profite juste de l'opportunité pour remercier, enfin je ne les remercierai jamais assez, et ma compagne et les enfants de ma compagne qui ont été, on va dire, mes piliers dans cette aventure, puisqu'ils m'ont suivi les yeux fermés, ils ont été mon soutien quand c'était difficile, et puis voilà, aujourd'hui, on fête les victoires ensemble, mais vraiment, voilà, il faut bien évaluer sa situation professionnelle et personnelle, sa capacité, et après, c'est parti. Et après, c'est parti. Bon, bah, je pense que là, tout est dit. Vous nous donnez en tout cas l'envie, soit de devenir effectivement agent immobilier, soit d'aller faire des sauts en parachute. En tout cas, Thibault Lassalle, si on a envie de vous contacter, c'est très simple. On va directement sur la plateforme LinkedIn. On l'a affiché en bas justement pour que les personnes puissent très facilement vous retrouver. Ils tapent votre nom ou ils tapent ce lien. Et puis à ce moment-là, ils peuvent prendre contact directement avec vous. Et puis vous, ensuite, comment peut-on dire, vous allez leur discuter avec eux et peut-être leur proposer un changement de vie ou en tout cas leur offrir peut-être quelque chose de nouveau auquel ils n'ont pas forcément pensé peut-être jusqu'à présent. Exactement, c'est bien résumé. Thibault Lassalle, mille merci. Merci de nous avoir fait rêver. C'est vrai que la vie d'expatrié n'est pas forcément facile. C'est toujours un rôle difficile de parler des expatriés, surtout quand on est en France, parce que la perception, c'est toujours compliqué de sortir de son pays, mais finalement, c'est pas aussi compliqué qu'on veut bien le dire. Tentez cette expérience de vie, faites-le. Si ça marche pas, vous pourrez toujours revenir. Mais en tout cas, une fois que vous l'avez vécu, et si vous avez choisi le bon pays, eh bien à ce moment-là, vous avez tout pour pouvoir réussir votre vie, peut-être différemment de celle que vous avez démarré dans le pays d'origine dans lequel vous êtes né, on va dire. En tout cas, vous avez vécu. C'est exactement ça, une bonne préparation. De mon côté, je vous remercie aussi Thierry, c'est toujours un plaisir de se retrouver, de pouvoir parler et de me donner cette opportunité aussi de me présenter. Donc merci aussi, merci Thierry. Et j'espère qu'on va bientôt se retrouver dans les airs ensemble. Ouais, je vais devoir le tenter. Merci beaucoup en tout cas Thibault, et puis à très bientôt. Puis bonne chance pour la continuité dans votre activité.